Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique ce matin M. Ricardo Seitenfus, ancien représentant de l'Organisation des États américains en Haïti. Avec notre invité, on va notamment commenter l'actualité, mais on va surtout parler de la parution de son ouvrage, de son livre, L'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemme et égarement. Ricardo Seitenfus, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Radio et Télémétropole. Merci de l'invitation. Je suis très heureux de revenir à vos studios, à revenir en Haïti pour présenter ce livre qui est le résultat, et j'espère, d'une contribution importante pour faire un bilan de la présence internationale en Haïti, surtout ces 20 dernières années, et voir comment on pourrait diminuer le nombre d'erreurs qu'on commet lorsque les étrangers s'épanchent au chevet d'Haïti. Oui, alors l'échec de l'aide internationale à Haïti, c'est un sujet qui invite à la lecture. Mais avant d'en parler, vous avez représenté Haïti ici. À l'OEA ici. Vous avez représenté l'OEA. Pas encore Haïti. Oui, vous avez représenté l'OEA ici en Haïti. Votre mission était arrivée à terme. Nous avions l'habitude de vous recevoir à Métropole de temps en temps pour commenter l'actualité, pour nous parler de l'implication de l'OEA dans les élections, ce que fait l'organisation que vous avez représentée. Mais après votre mandat, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir vous rencontrer de temps en temps en Haïti. Vous faites le va-et-vient. Qu'est-ce qui explique cet amour, s'il s'agit véritablement de l'amour pour Haïti? Qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui a fait germer cet amour en vous pour Haïti? C'est une question que moi-même je me pose, n'est-ce pas? Et j'ai inventé une histoire. Comme toutes les histoires inventées, elles ont un peu de vérité et un peu de fiction. Je crois que dans la partie occidentale de l'île où se trouve le territoire d'Haïti, il y a un petit moustique. Un moustique, comme le moustique de la dengue qui s'appelle Aedes aegypti. Ici, il y a un petit moustique qui s'appelle Aedes aegypti. Et ces moustiques, lorsqu'ils piquent un étranger, cet étranger tombe éperdument amoureux d'Haïti. Et j'étais piqué. Avec la seule différence, ils vont et ils repartent avec tout cet amour. Mais vous gardez cet amour, vous l'entretenez apparemment, c'est pourquoi vous faites le va-et-vient. Je crois que j'ai du plaisir d'abord. D'abord, j'ai du plaisir. Ensuite, je crois que j'ai rempli une fonction. Une fonction d'essayer de mettre en alerte, d'essayer de conseiller, d'essayer de faire en sorte que nous, les étrangers, nous devrons nous efforcer, et le livre a été écrit pour ça, de commettre le moins possible d'erreurs dans les actions en Haïti. On voit que le pourcentage d'erreurs commises par la communauté internationale est très élevé en Haïti, très très élevé. Et donc le livre vient pour dire, écoutez, faisons un autre chemin, commettons d'autres erreurs et pas toujours les mêmes. Et également, je crois qu'il y a un défaut professionnel. Je suis en fait professeur universitaire et on a toujours cette tendance d'essayer de tirer des leçons des expériences professionnelles, politiques, comme ce fut le cas. Parfois, ça nous joue de mauvais tours, n'est-ce pas, ou de tours inattendus, comme ce fut le cas pour moi. Mais de toute manière, c'est un défaut de fabrication de quelqu'un qui travaille avec l'éducation de jeunes. Et donc, j'ai écrit ce livre. Alors, ce que je n'arrive pas à cerner, vous allez peut-être nous aider à mieux comprendre, Ricardo Seitenfus, c'est que vous êtes professeur d'université, pour vous répéter, et vous avez... vous étiez en Haïti... dans le cadre d'une mission de diplomate, en tant que représentant du secrétaire général de l'Organisation des États américains. Mais vous étiez plus ou moins différent, que ce soit dans vos prises de parole ou dans vos actions. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous voir tirer les oreilles par vos supérieurs hiérarchiques ou bien vos collègues
diplomate? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je crois que samedi à la Pléiade, il y a un lecteur haïtien qui est venu me voir lorsque j'ai fait la vente signature. Et après la conférence, il a vu qu'il y avait une situation très embrouillée, très compliquée, qui je narre dans ce livre. Et alors il m'a posé une question, Wendell, qui est une question fondamentale. Il m'a dit, mais lorsqu'il y a ces situations comme ça embrouillées, qu'on ne sait pas très bien quoi faire, où aller, comment peut-on se conseiller? Je me demande. J'ai réfléchi, j'ai dit, on doit être conseillé par sa conscience, au plus proche possible de sa conscience. Donc, je suis venu rendre un service public à une organisation continentale qui s'appelle l'Organisation des États américains. Mais je ne peux pas, en rendant ce service public, aller à l'encontre des principes, par exemple les principes démocratiques qui sont dans la charte de l'OEA. Lorsque le 28 novembre 2010, le représentant des Nations Unies propose au président Préval de le mettre dans un avion pour partir, j'ai dit non. J'ai dit non. Et comment on a jugé votre réaction? Mal, tant et si bien qu'à partir de là, mon autorité a commencé à être mise en question et un mois après, on m'a demandé de quitter Haïti. Mais, ce que vous n'avez pas fait tout de suite quand même. Oui, j'ai quitté Haïti fin décembre, donc ça fait un mois après. Vous voyez, et alors je peux me poser la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Mais je crois qu'on doit être en paix avec des principes. Et le principe d'une organisation de nature politique comme l'OEA, c'est des respect aux institutions de l'État qui l'accueille. Haïti est un des pays fondateurs de l'OEA. Il doit s'élever, puisqu'on a la Charte démocratique interaméricaine de 2001, contre toute tentative, tout essai de mettre à la porte ou de faire un putsch contre un président démocratiquement élu. Est-ce que ça veut dire, M. Seydenfus, que des membres de la communauté internationale ou encore des représentants des pays dits amis d'Haïti ne parlent pas toujours le même langage? Sûrement pas, sûrement. L'idée qu'on a une communauté internationale monolithique est fausse. Elle est partagée, elle est divisée, elle a des difficultés d'avoir... Selon les intérêts de chaque pays, c'est ça? Je ne dirais pas, mais des visions différentes sur les défis haïtiens. Il y a, dans le livre, qui parcourt les premières parties du livre, il y a un débat qui traverse ce livre sur une théorie que j'appelle la théorie du 6,5. Qu'est-ce que c'est la théorie du 6,5? C'est une théorie défendue par l'Amérique latine et spécialement par le Brésil, qui ne voulait pas uniquement de la répression, que serait le chapitre 7, l'imposition de la paix, selon la Charte des Nations Unies, à dépendre uniquement de la présence militaire autorisée par le Conseil de sécurité. Il y a le chapitre 6, qui c'est la construction de la paix, la médiation. Et le Brésil a essayé pendant un certain temps, en tout cas jusqu'au tremblement de terre, de marier les deux chapitres. Le chapitre 6, construction de la paix, et le chapitre 7, imposition de la paix. C'est pour ça que je parle dans le livre de cette théorie pratiquement possible de 6,5. Vous voyez, il y avait des pays qui n'étaient pas d'accord, à commencer par le membre du Conseil de sécurité, en disant, si c'est pour faire autre chose que la sécurité, on n'envoie pas de troupes en Haïti, on fait quelque chose d'autre. Je vois maintenant que finalement, on est en train de changer de conseil, et on sort peu à peu Haïti du Conseil de sécurité, et on l'amène vers le Conseil économique social, à l'ECOSOC, qui est venu la semaine dernière, ou cette semaine même en Haïti. Donc, vous voyez, mais ces débats-là, sur la construction de la paix, sur l'imposition de la paix, sur le dialogue et la force, ils traversent justement la communauté internationale aussi. Petite nuance à saisir, professeur Seydenfus. Dites-nous, quelle a été la réaction de René Préval quand Edmond Muller lui avait demandé de quitter le pays et qu'un avion serait prêt à l'emmener à un autre pays? Qu'est-ce qu'il avait dit? Oui, il raconte à
à Holpec dans Assistance fatale, il raconte à d'autres personnes, il m'a raconté après, bien plus tard, c'est que Edmond Moulin m'a dit que, il y a un avion qui vous attend. Oui, alors quand j'étais choqué par cette situation, je demande à Edmond, mais quelle a été la réaction de Préval à cette proposition saugrenue, inattendue, incroyable. Il m'a dit, on est très mal barré, Ricardo. Ah. Préval a dit qu'il n'est pas Aristide, il est Salvador Allende. Ah bon? C'était ça, sa déclaration. Donc, c'est-à-dire qu'il était prêt à mourir? Enfin, c'est l'exemple de Salvador Allende, oui. Alors, vous voyez, c'est une situation tellement absurde, tellement inattendue, parce qu'on était à 1h30 de l'après-midi du 28 novembre. À 8h30 du matin, Mulet faisait des déclarations à la presse, allait au GAD devant un bureau de vote en disant que tout s'est passé très bien. Qu'est-ce que c'est passé? Est-ce que vous pensez qu'Haïti allait sombrer dans la guerre civile si René Préval avait quitté le pays? Je ne sais pas ça. Les si on refait l'histoire, mais de toute manière, si le président Préval était parti, ça serait un chèque de tout le monde, à commencer un échec de la MINUSTAH, qu'on allait imposer le départ d'un président démocratiquement élu au premier tour, enfin, presque au premier tour. Donc là, c'était presque l'OEA contre les Nations Unies. Mais le détail, Wendell, que ce n'était pas l'OEA. C'était moi. Justement, je parle du représentant de l'OEA. Mais je ne parlais pas au nom de l'OEA. Alors que Edmond Mulet, lui, parlait de son organisation. Est-ce qu'à votre avis, c'était en son nom propre qu'il s'exprimait? Non. Il parlait au nom de l'OEA, de l'ONU. Mais moi, quand j'ai pris la parole, dans cette réunion, avec la présence de Jean-Max Bellerive, il avait le secrétaire général adjoint de l'OEA. Et c'est lui qui devait parler au nom de l'OEA. Il n'a pas parlé. Et alors moi, j'ai pris la parole, j'ai demandé la parole pour parler en mon nom personnel. Vous aviez le droit de faire ça? Je ne sais pas. D'intervenir en votre nom? J'en sais rien. Mais par loyauté... Parce que quand même, un diplomate, quand il prend la parole, ça engage le pays ou l'organisation qu'il représente. Mais j'ai bien souligné que je parlais en mon nom propre. Parce qu'on savait très bien le travail que moi-même, le bureau de l'OEA en Haïti avait fait auprès de l'ONU, avec financement canadien, pour faire les fameuses cartes électorales, les cartes d'identité, les signes. Donc j'avais légitimité à parler en mon nom personnel. Est-ce que l'ambassadeur américain d'alors était là à cette réunion? Bien sûr. Et quelle a été sa réaction? Il faut lui demander. Et je crois qu'il probablement n'était pas très content. Mais voyez, donc... Mais dans l'ensemble, toute l'Assemblée, est-ce que tout le monde était, à part vous, est-ce que tout le monde s'alignait Non, je ne crois pas. Mais quand Bellerive pose une question tout à fait objective, parce que ce que je suis en train de dire, je raconte dans le livre, c'est pour être gravé dans l'histoire de ce pays et dans l'histoire des rapports d'Haïti avec la communauté internationale. C'est pas pour crier vengeance, c'est pas pour quoi que ce soit d'autre, uniquement pour être gravé dans l'histoire. Lorsque Jean-Max Bellerive, est-ce que le mandat du président Préval face aux manifestations de la rue est sur la table de négociation, personne n'a parlé. Et alors c'est moi qui ai parlé, à mon nom propre, en attirant l'attention de ceux qui n'étaient pas habitués aux affaires américaines, qu'il y avait depuis 2000 ans la charte démocratique interaméricaine qui interdit tout départ d'un président démocratiquement élu, sauf si on obéit les règles constitutionnelles. À part ça, c'est un putsch. Donc après, le Brésil s'est associé à cette position, l'UNASUR, donc il n'y avait plus consensus. Donc on a laissé ça de côté. Mais voyez, Wendell... Excusez-moi, professeur, est-ce que vous auriez la même réaction pour Michel Martelly ou encore pour Jean-Bertrand Aristide quand on sait qu'à travers vos propos, vous avez toujours affiché un certain... je dirais, une certaine amitié ou encore... vous aviez de l'appréciation pour René Préval. Je me rappelle ici, à Métropole, vous avez fait une déclaration qui a fait couler pas mal de salive quand vous avez dit que, selon vous, Ricardo Seitenfus, René Préval
était l'un des politiciens les plus brillants de ces 25 dernières années. Et d'abord, est-ce que vous auriez cette même position si la demande d'Edmond Muller concernait Michel Martelly ou encore Jean-Bertrand Aristide? Et deuxièmement, deuxième aspect de ma question, j'espère que vous allez être très bref, qu'est-ce qui vous a porté à avoir cette perception, encore ce jugement sur René Préval? Je commence par la deuxième. La deuxième. Si on fait le bilan de cette transition qui n'en finit plus, de la dictature vers le soi-disant paradis démocratique depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, c'est évident qu'il y a deux politiciens qui ressortent du lot. Jean-Bertrand Aristide et René Préval. Ils sont partagés, se sont croisés à la présidence du pays. Or, Préval a eu l'avantage de ne pas subir de coup d'État. Ça veut dire qu'il est intelligent. Peut-être il a plus de chance. J'en sais rien. Peut-être qu'il a une autre attitude. Et je crois que c'est dû justement à cette autre attitude qu'il a eue de modération, de chercher du consensus. Je fais un chapitre sur Préval dans le livre que j'appelle le Florentin de la Caraïbe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'intelligent, de perspicace, de malin, qui a pu naviguer dans ces eaux extrêmement troubles de la politique haïtienne pendant tout ce temps. Revenons maintenant à la première. Alors, vous connaissez un peu le créole. Préval avait invité les gens à nager pour sortir. C'est nager pour ne sortir. Alors, ça a arrangé de manière à garder la tête sur les eaux? Oui, et surtout... À flotter, voilà. Il voulait la modération. C'est un modéré. C'est un modéré. Ça veut dire que tous les autres étaient... Je ne dis pas que tous les autres ne sont pas modérés. Je veux dire que Préval est modéré. Et la transition de 2006 jusqu'au tremblement de terre, c'était l'homme idéal de cette transition. À partir du tremblement de terre, pas mal de gens, à l'intérieur et à l'extérieur d'Haïti, se posent la question si ce profil de Préval est adapté aux circonstances. Une grande majorité commence à dire que non, qu'il faut un autre profil. Okay. Et on va chercher, ça c'est les élections de fin 2010 et début 2011 montrent, un autre profil, donc soit des néophytes, mais en revenant un peu à cette personnalisation du pouvoir, presque ces pouvoirs messianiques que le bassin de la Caraïbe est habitué, n'est-ce pas? Alors pour revenir à votre première question, j'aurais agi de la même façon. Parce que ce qui me guide, ce qui a guidé mon action en Haïti, ce qui guide ma vie, c'est le respect aux institutions et aux principes démocratiques. Je ne suis pas là pour une autre chose. On ne peut pas construire la démocratie en Haïti si on est le premier à ne pas respecter. Ceci dit, vous n'avez aucun regret? Non, aucun regret, aucun regret. Je crois que j'ai contribué à faire en sorte que des erreurs fatales ne soient pas commises. J'ai payé un prix, oui, j'ai payé un prix personnel, sans doute professionnel, encore plus. Là, vous parlez de votre poste de représentant du secrétaire général. Oui, j'ai dû quitter vous avez Haïti été mis quand à je pied voulais. tout de suite après? J'ai dû quitter Haïti quand j'aurais pu rester encore jusqu'au mois de mars. Mais vous voyez, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. La vie est faite de choix, Wendell. Elle est faite de choix. Et donc, je crois que j'ai très bien fait. J'aurais refait cela. Et cela m'a donné l'occasion d'écrire ce livre, de montrer aux jeunes générations ce qu'on peut faire également quand on est un talent. Faire partie de l'histoire aussi, de l'histoire d'Haïti. Oui, j'ose pas demander cela, mais d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, oui. Ricardo Seitenfus, votre ouvrage, c'est L'échec de l'aide internationale à Haïti. Et là encore, on se pose des questions. Quelqu'un qui, quand même, a représenté une organisation si importante. D'ailleurs, l'OEA contribue financièrement dans l'organisation des élections en Haïti. Lors du séisme de janvier 2010, plein de pays et organisations ont tenté d'aider. Et à la manière d'assistance, à la manière du film de Raoul Peck, Assistance mortelle, et vous
dénoncez ou encore vous critiquez l'échec de l'aide internationale à Haïti. Alors, on va observer la pause. Au retour, nous allons consacrer un petit temps à votre ouvrage et à cette approche critique que vous faites également de l'aide internationale à Haïti. Et si possible, on fera un petit coup d'œil sur le processus électoral Avec plaisir. tel qu'il se déroule actuellement. Avec Merci plaisir. encore une fois. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ricardo Seitenfus, ancien représentant du secrétaire général de l'OEA en Haïti, est notre invité ce matin avec qui on tente de commenter l'actualité. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Ricardo Seitenfus, docteur en relations internationales de l'Institut de hautes études internationales de l'Université de Genève. Alors, on l'a dit au cours de la première partie de l'émission, il est professeur d'université et il a représenté l'Organisation des États américains en Haïti pendant un certain temps. Et aujourd'hui, avec lui, on parle de son ouvrage, l'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemme et égarement. Mais juste avant, je voudrais revenir sur ces propos de Raoul Peck dans la préface du livre. Ricardo Seitenfus, qui livre un puissant témoignage sur le rôle de l'international en Haïti. Il exprime ici une parole rare, la parole d'un homme qui, malgré sa fonction de représentant spécial du secrétariat général de l'OEA en Haïti, est donc membre à part entière du Core Group, au groupe des principaux partenaires techniques et financiers intervenant en Haïti, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Espagne, États-Unis, France, Nations Unies, Organisation des États américains et Union européenne, ne craint pas de prendre cette distance avec ses pairs. C'est évident ce que Raoul Peck a écrit. D'abord, votre prise de position en guise de réaction à l'invitation de Edmond Muller par rapport à René Préval, président d'alors. Et de l'autre côté, le titre du livre où apparemment vous dénoncez l'aide internationale à Haïti. Vous osez même parler d'échec de l'aide internationale. Question, quelle alternative aujourd'hui si l'aide internationale est critiquée à ce point? Il y a plusieurs alternatives. La première, c'est donner la parole aux Haïtiens. La parole aux Haïtiens, ça veut dire quoi? Et je crois qu'on va, si on a l'occasion, et si tu le veux, avant la fin de la mission, on parle de ça. De faire en sorte que les Haïtiens retrouvent le chemin de la démocratie électorale. Donc, pas d'émission, pas d'ingérence dans le processus électoral haïtien. La démocratie, c'est un bien rare. Quand on regarde le monde, et quand on regarde pays par pays, leur histoire, la démocratie, dans la majorité des cas, c'est l'exception et ce n'est pas la règle. Et c'est un bien si rare qu'on ne peut pas le trouver sur un marché international. Quelqu'un va là, je prends la démocratie, je l'installe ici. Non, la démocratie, c'est le résultat d'un processus social, politique, psychologique, parfois des générations et des générations. Vous ne pensez pas que démocratie et souveraineté sont liés? Ils vont avec. C'est les deux faces d'une même médaille. La démocratie, c'est une affaire interne. Je crois que, et je raconte dans le livre, parce que ça m'a toujours impressionné, le pourquoi on envoie des soldats lorsqu'il y a une crise strictement de nature domestique, une crise autour des élections, de l'interprétation de la loi électorale, interprétation constitutionnelle, c'est-à-dire une soi-disant mauvaise élection. Qui doit demander aux étrangers de rester à l'écart de tout cela? C'est vous. Comment? C'est vous, les Haïtiens. Et même si on n'est pas souverain, par exemple, on sait, l'organisation que vous avez représentée aussi a aidé Haïti par le truchement de son financement, tout et tout. Surtout pour faire la liste électorale, n'est-ce pas, qui est fondamentale. Non, ce que je voulais vous dire, ce que je veux faire valoir, Non, je M. comprends. Seitenfus, c'est que, OK,
on a besoin de la démocratie. Et on ne peut pas importer une démocratie, encore moins d'essayer de l'adapter à notre façon, ou bien on ne peut pas l'inventer non plus. Il y a les règles qui sont là, qui sont faites pour. Dans le même temps, on doit être souverain. Souverain avec une certaine indépendance économique, sur le plan financier aussi. Et aujourd'hui encore, vous êtes témoin qu'Haïti essaie donc de recourir à l'assistance internationale pour organiser ces élections. Comment peut être indépendant quand ces problèmes existent encore en Haïti? Voyez, la transition qui n'en finit plus en Haïti depuis 1987 pose une question essentielle d'avoir non seulement un système électoral crédible, fiable, techniquement compétent, mais également qui soit à l'auteur des espérances, des attentes de la population haïtienne et qui ne soit pas comme il a été jusqu'à présent, un conseil électoral dont le P n'est pas du permanent, mais du provisoire, ad hoc. Je crois que c'est là, c'est le centre même du problème haïtien. Et il y a un chapitre dans le livre que j'appelle le dilemme haïtien. Et pour moi, le dilemme haïtien est de nature politique, malgré le fait de tout le problème socio-économique que le pays rencontre, ou des reconstructions, ou de trouver des niches pour ses exportations, ou des problèmes de frontières avec la République dominicaine, avec les migrants. Le problème, le dilemme haïtien est de nature politique. Et dans la politique, c'est la lutte pour le pouvoir, dont les règles de la lutte pour le pouvoir ne sont pas établies. Haïti, c'est le seul pays qui essaye de faire le parcours de la dictature à la démocratie sans faire un pacte de liberté et liberté démocratique. Toute l'Amérique latine a fait cela en sortant des dictatures militaires. Ils ont fait un pacte, le pacte de Moncloa en Espagne. C'est ça, le pacte que les Portugais ont fait à la fin du régime de Salazar. C'est qu'on a fait en Grèce à la fin du régime des colonels. Toujours, il y a eu besoin de ce pacte. Ce pacte a deux aspects. Et comme s'il y avait un rétroviseur, on va arranger les choses du passé. On va oublier. On ne va pas oublier les choses du passé. Loi du pardon, amnistie, enfin, il y a un pare-brise. On va regarder l'avenir. Organiser surtout les règles pour le combat, pour la bataille, pour la conquête du pouvoir. Et pour y arriver, pour arriver à ce pacte, on peut passer par les États généraux de la nation, par une conférence nationale. Les États généraux de la démocratie, enfin, le dialogue national. Et je crois que maintenant, on est dans un moment très délicat. Wendell, très délicat. Pourquoi? Parce qu'on a commencé déjà un processus électoral qui finit non seulement le cycle d'une présidence, avec 3 votations, mais également qui annonce la fin du cycle de la présence internationale en Haïti. Donc c'est un moment de grandes responsabilités pour les Haïtiens qui doivent faire preuve de modération pour faire en sorte que cette transition réussisse, qu'on ait un président, un parlement, une présidente l'année prochaine qui calme le jeu et qui permette justement de faire en sorte que les véritables défis d'Haïti, qui sont le chômage. Nous avons reçu ces 2 dernières années, à travers la frontière amazonienne, rendez-vous compte, plus de 40 000 Haïtiens qui fuient Haïti, dans des conditions épouvantables. Les questions socio-économiques. Et comment vous avez vécu ça? Après, on peut parler de ça mal, hein, on administre mal cette histoire. Mais juste pour en conclure, nous, quand je dis le Brésil, juste pour conclure, parce que c'est là, cette transition douce, elle est indispensable, d'autant qu'il n'y a pas de candidat qui sort du lot. On ne sait pas très bien. On verra comment le lecteur haïtien va réagir face à la fin de ces jeux entre Préval et Aristide, n'est-ce pas? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Mais présent quand même, dit-on. Pardon? Présent quand même. Ah oui, bien sûr. Ils sont plus là. Non, parce que ce sont des forces électorales, des forces politiques, idéologiques importantes dans le pays. Ce n'est pas eux, mais ceux qui les représentent. Mais faire cette transition pour aboutir à ce qu'on doit aboutir fin 2016, c'est-à-dire
la récupération de la souveraineté nationale. Je crois que ça doit être l'objectif de tous les candidats dans ces moments très délicats de passage de ces deux États, n'est-ce pas, de ces deux situations à une nouvelle. Alors, j'ai même pas envie de revenir sur sur les propos tenus par Carrie et Hector. J'ai plutôt envie de continuer sur la question des élections. Et vous observez le processus, peut-être de votre pays étant, ou encore pendant que vous êtes en Haïti, vous avez entendu parler de plusieurs dizaines de candidats à la présidence recensés cette année. Et bon, c'est une grande première, et en tant qu'observateur, ça vous dit quoi? Est-ce que vous êtes surpris? Haïti, il nous étonne toujours, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a trop de candidats, il y a trop de plans. Mais ça démontre quoi? Je crois que la démocratie est en bonne santé? C'est une vision très optimiste de dire seulement cela. Je crois que ça découle de deux facteurs. Un facteur conjoncturel et un facteur structurel. Le facteur conjoncturel, c'est le laxisme des lois en Haïti pour la création de mouvements, de plateformes, de partis politiques. C'est-à-dire que presque n'importe qui peut finalement présenter son nom au CEP à partir du moment qu'il n'y a pas de problème de charge, à partir du moment qu'il n'y a pas de problème de nationalité, à partir du moment qu'il y a il y a l'âge qu'il faut. L'âge qu'il faut, qu'il ait une propriété, voilà. Donc cette largesse... Et dans votre pays, ça se passe comment? Ah non, pas du tout. Comment cela se passe? Pas du tout. Il faut qu'il soit mandaté par des partis politiques. Il n'y a pas de candidat indépendant chez vous? Non, la création des partis politiques, c'est très complexe. C'est très complexe. Malgré le fait qu'il y ait toujours 8 ou 9 candidats au premier tour, n'est-ce pas? Mais 70 ou 73, même pour l'élection du président Préval, il y avait 32, si je ne m'abuse. C'est trop, c'est beaucoup trop. Donc, je crois qu'il faudrait revoir ces facilités trop larges données à n'importe qui à faire campagne au pouvoir, pour se proposer comme candidat. Mais du point de vue structurel, il y a une autre raison. C'est qu'il y a une obsession autour de la politique en Haïti, pas autour des grands défis sociaux ou économiques. Et la politique, finalement, est devenue, je crois que Monseigneur de l'Église catholique a mentionné, est devenue une affaire également, une affaire presque à la recherche d'un emploi, presque un but de nature financière. Donc, comme l'ascension sociale, elle est très bloquée en Haïti, par les liens de mariage, par le travail très, très difficile, on voit plusieurs personnes, des milliers de personnes voient que l'unique voie qui reste pour l'ascension sociale, c'est la politique. Et c'est pour ça qu'il y a cette folie autour de la politique en Haïti. On voit très bien les candidats, ça fait partie de la culture. Quand ils vont se présenter au CEP, ils viennent avec les raras, c'est une fête également. Mais cette fête ne doit pas cacher ces aspects essentiels et structurels de la société haïtienne. Alors, vous préconisez qu'il y ait certaines barrières. Il y avait des barrières pour Lula, par exemple? Bien sûr. Il fallait qu'il se présente avec un parti politique, qu'il y ait des députés, qu'il y ait des sénateurs, qu'il y ait des adhérents. Donc, on ne peut pas, Wendell se présenter, ou Ricardo dire non, mais je vais être président et je vais m'inscrire. Non, non, il y a des barrières parce qu'il faut renforcer, Wendell, le système de partis politiques en Haïti. Et on ne peut pas avoir 160, 170 plateformes et partis politiques. Ce n'est pas possible. Vous pensez que quelque part il y a un problème à résoudre? Ah oui, j'espère qu'on va revoir cette question de la loi électorale et surtout de la loi des partis politiques pour qu'ils puissent effectivement représenter non le vœu, le désir d'un individu ou d'un groupe restreint, mais d'un secteur important de la société. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations par rapport à ce processus électoral haïtien?
Non, il y a une préoccupation qui est celle de tous les jours, c'est comment on va le financer. Ce sont des élections qui coûtent très très cher. J'ai comparé les élections de 2010. Chaque vote valide en Haïti coûtait $44, Wendell. $44. À titre de comparaison, au Brésil, chaque vote valide coûte $2,20. Donc, il y a un monde qui sépare. Et il va falloir trouver des mécanismes pour rendre plus économiques ces élections. Si la démocratie ne peut pas être importée, le mode des élections ne peut pas être non plus importé? Non, les modes. L'élection est un rite obligatoire de la démocratie, n'est-ce pas? Une élection ouverte, inclusive. Mais par exemple, on avait pensé à un moment donné de rendre moins cher l'opération électorale avec l'introduction du vote électronique. Oui, j'étais dans votre pays une fois, justement pour participer à une formation ce concernant, et on pensait qu'on allait pouvoir s'inspirer du modèle brésilien. Pourquoi cela n'avait pas marché? Moi, j'essaye de pousser cela. Il faut demander à ceux de la communauté internationale qui étaient là et qui n'étaient pas d'accord. Je n'en sais rien. C'était la communauté internationale qui a exprimé son désaccord ou le président Préval? Ou encore les partis politiques? Non. Parce qu'il paraît que certains partis politiques n'ont pas voulu non plus qu'il y ait de vote électronique. Mais les partis politiques n'ont pas d'opinion là-dessus, ne doivent pas être juges et partis. Mais ils vous diront que quand même ils sont concernés au premier chef par les élections, M. Mais bien sûr, ça oui, mais les partis politiques ne peuvent pas être juges et partis. Ce n'est pas à eux à décider la manière du scrutin. C'est ces États généraux de la démocratie, qu'on a parlé tout à l'heure, qui devraient le faire. Et chaque fois qu'on parle d'élection, de vote électronique, les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord parce que les résultats vont être programmés à l'étranger. Est-ce que c'est possible? Non, c'est programmé ici. On a essayé de faire des expériences ponctuelles dans les élections, par exemple pour des centres académiques d'universités quelconques, ou pour pour les meilleurs groupes de haha. On peut faire sur n'importe quoi pour faire un essai. Et on n'a pas pu y aller plus loin. Ça diminuerait d'autant le coût de l'élection et ça éliminerait complètement la possibilité de fraude à partir du moment que le citoyen presse le bouton. À partir du moment là, c'est fini. C'est pas. Mais on ne sera jamais d'accord. Mais dans la mesure où chacun pense pouvoir manipuler ou encore frauder. Je crois que c'est ça la raison. Parce qu'on élimine la fraude, alors il y a la majorité des candidats qui n'ont pas de chance de gagner, veulent maintenir la possibilité de fraude. N'est-ce pas? Je ne vois pas d'autre raison, mais c'est le peuple haïtien, ce sont les institutions haïtiennes qui doivent dire non, on va faire des élections propres, des élections inclusives et sans fraude. Et que c'est à travers le vote qu'on va à la conquête du pouvoir, pas d'autre façon. Donc aujourd'hui, on parle de 68 millions de dollars dont Haïti va avoir besoin pour organiser ces élections. Et à votre avis, l'introduction du vote électronique aurait complètement réduit ou encore permis de revoir à la baisse le coût de financement des élections? Parce que c'est trop demandé à Haïti, dans les situations financières de l'État haïtien, d'être responsable pour cette somme gigantesque, d'autant, Wendell, d'autant qu'à chaque élection, on recommence de zéro. Oui. Donc, il faut Bon, finir. Non, il faut prendre la décision de créer un conseil électoral permanent avec une structure permanente, avec les motos permanentes, avec les équipements permanents, avec des ordinateurs permanents aussi. Mais oui, parce que à chaque élection, on recommence à zéro. Et cela n'est pas possible. C'est demander une démocratie vraiment trop chère à un pays qui a d'autres objectifs. Ça, c'est d'un côté, Wendell, si tu me permets. Et également, de l'autre côté, il faut faire en sorte que la démocratie serve aux citoyens, qu'elle soit efficace, qu'elle réponde aux besoins des gens, qu'elle soit à l'auteur de la citoyenneté, qu'elle soit capable de répondre aux grands défis d'Haïti. Parce qu'une démocratie de façade
c'est une démocratie qui n'a pas de sens. Seulement la représentation de la démocratie, comme si c'était en jeu, ça n'a aucun sens dans aucun pays, mais encore plus ici. En Haïti. Donc la nôtre, c'est une démocratie de façade. Mais il y a plusieurs démocraties de façade. La nôtre au Brésil, l'électeur se retrouve avec l'élu le jour du vote, et après il n'a plus de contact avec lui. Est-ce que c'est pourquoi ça chauffe de temps en temps chez vous aujourd'hui? Oui, parce qu'on a commencé une crise en 2013, 2014. Il y a eu des élections présidentielles en 2014. Et beaucoup de problèmes qui auraient dû être réglés en 2014 ont été poussés en avant en espérant le résultat des élections. Et maintenant, en 2015, ça a explosé tout, comme l'augmentation de prix de l'électricité, de l'énergie, des transports, enfin, le retour de l'inflation. Donc, on est dans un moment très délicat de l'économie brésilienne. Alors, permettez que je fasse cette petite transition. Vous avez autant de liberté de vous exprimer dans votre pays, de commenter l'actualité politique comme vous le faites en Haïti? Oui, parce que j'ai conquiert cette liberté, je me donne cette liberté. Mais c'est très important que je fasse cette remarque, parce qu'il y a une contradiction extraordinaire entre la liberté et même la qualité du débat public en Haïti, et les situations économiques, les situations d'avoir la seule opération de paix des Nations Unies dans le continent, c'est en Haïti. Donc on pourrait imaginer un pays sous surveillance, un pays contrôlé. Non, il y a cette immense liberté, je me sens tout à fait libre en Haïti, si on compare à des soi-disant démocraties latino-américaines, où la presse est muselée, où celui qui dit quelque chose qui le gouvernement n'est pas d'accord est un ennemi, est un anti-national. Donc cela, je crois que c'est une belle leçon que Haïti donne à l'Amérique latine, de voir cette liberté de pensée, mais également d'expression. Et je crois que c'est justement dans le combat entre différentes versions qui sortira la vérité. Et rien de mieux maintenant, pendant la campagne électorale, qu'on ait cette liberté avec responsabilité pour que l'électeur haïtien puisse choisir le meilleur, la meilleure candidate. J'ai pu avoir, ou encore j'ai eu la possibilité de constater la situation des Haïtiens au Brésil. C'est pas réjouissant quand même comme situation. Et vous qui avez de l'amour pour Haïti, et très certainement pour les Haïtiens, Ricardo Seitenfus. D'abord, comment vous jugez cette affluence d'Haïtiens dans votre pays, et pour aller braver, affronter la misère abjecte, je ne sais pas, parce que quand même, il faut certaines conditions pour travailler, pour vivre dans un pays qui n'est pas le vôtre. Et comment vous vivez cela? Et quels conseils vous pourriez aujourd'hui donner aux Haïtiens qui nourrissent le désir de se rendre par n'importe quel moyen chez vous? D'abord, comment vous jugez la situation des Haïtiens là-bas? Avant cela, Wendell, si tu permets, si on continue à avoir en Haïti un phénomène des migrants, de gens qui se sont obligés à s'expatrier, on ne fait pas ça de bon gré. Ça veut dire que notre présence ici ne répond pas aux besoins des Haïtiens. Notre présence, je veux dire la présence de la communauté internationale. Donc il y a des problèmes, puisque sinon, les Haïtiens, ils resteraient. Mais ce n'est pas seulement en direction au Brésil. Ça pousse un peu partout. Il y a souvent de boat people dans la région et des drames qui c'est en Équateur, c'est aux États-Unis, n'en parlons pas aux Républiques dominicaines. Il y a des drames personnels et des situations horribles, parce qu'un migrant, même avec des papiers, dans un pays où il ne parle pas la langue, où il n'est pas bien reçu, où il arrive souvent, le cas des Haïtiens, à travers des filières organisées par des coyotes qui demandent 1000, 1500, 2000 $, et fait tout un parcours, République dominicaine, Équateur, Pérou, pour entrer au Brésil par l'Amazonie. Ce n'est pas humain, ce n'est pas raisonnable.
Ils sont plus de 50 000 déjà chez vous. 46 000, d'après les chiffres officiels. Le Brésil a adopté une politique en 2012 d'exiger uniquement $200 pour le visa, le passeport, un certificat de bonne mœurs, et voilà. Le consulat brésilien ici à Pétionville doit délivrer des visas d'entrée et les Haïtiens peuvent entrer sans rien payer à des coyotes. Le problème, c'est que le consulat n'a pas les moyens de sa politique. Il y a très peu de fonctionnaires et finalement, ils ont décidé d'accorder uniquement 15 visas par jour. C'est qu'il y a peu face à la demande. Donc, mon conseil est qu'ils aillent à travers le consulat. Les Haïtiens qui sont là au Brésil depuis quelques mois, depuis 6 mois, 8 mois, ont déjà un travail, sont très bien accueillis parce que vous savez, vous, mieux que quiconque, que vos compatriotes sont des gros travailleurs et donc ils ont déjà le travail. Mais l'accueil au début au Brésil est très, très, très déficient. Elle est très au-deçà des besoins. Et finalement, l'État, soit l'État fédéral, soit l'État provençal, ne prend pas en charge cet accueil. Et c'est l'Église catholique, ce sont les mouvements de solidarité qui le font. Et ça ne devrait pas être comme ça. Merci, Ricardo Seytenfus. Maintenant, on va terminer avec le livre. Et ça s'est passé comment à Livre en Folie? C'était une folie. C'est une folie des livres, en fait. Une folie de penser que Ricardo Seytenfus peut participer à Livre en Folie? J'ai regardé, j'étais pratiquement le seul étranger, à part Didrich, n'est-ce pas, qui était là parmi tous les Haïtiens. J'étais très ravi d'être accueilli dans un endroit déjà historique, n'est-ce pas, qui est ce Livre en Folie dans la 21e édition. Il faisait chaud, mais c'était très, très agréable. Et j'étais très content de pouvoir venir et ensuite présenter le livre également à la Pléiade samedi. Qu'est-ce qui devrait motiver, par exemple, un Haïtien à acheter ce livre? Pour découvrir un étranger qui ne mâche pas ses mots, qui dit la vérité, qui dit ce que... Non, c'est pas sur moi le livre. Il est écrit avec beaucoup de difficultés. C'est le livre le plus difficile que j'ai eu à écrire, les 14 livres que j'ai publiés, sans doute. Et c'est un livre dur à lire également. Ce n'est pas un livre facile. Ce n'est pas une partie de plaisir. Je dirais même qu'il ne faut pas que les gens achètent parce que ce n'est pas très agréable à lire. C'est déconseillé alors? Aux hommes sensibles, je le déconseille. Vraiment, je ne comprends pas. Parce que je touche... Vous avez tellement touché la plaie du droit que vous pensez que ça pourrait choquer ou blesser? Wendell, à un moment donné, j'ai dû écrire sur le tremblement de terre et sur la nature humaine face au tremblement de terre. Comment les gens réagissent, toi et moi. Je parle des institutions, mais je parle des gens. En face de quelqu'un qui est sous le décombre, en face de quelqu'un qui a un bébé avec un bras qui pend et qui arrive devant un hôpital et des militaires ferment le portail. Quand on doit choisir à qui prêter secours, quand on doit choisir ses victimes. Donc c'est un livre qui a des aspects qui m'ont fait mal lorsque j'ai dû écrire, lorsque j'ai dû me résoudre à écrire. Mais c'est le seul que je connaisse qui affronte cette condition humaine qui est la tienne et la mienne, face à l'horreur, face à l'indicible souffrance. Comment les gens réagissent? Face à la détresse aussi. Total. Comment faire? Et alors, le livre, Alors, pourquoi j'ai hésité? Je me demandais perplexe pourquoi vous dites aux gens, vous rappelez aux gens que la lecture de ce livre est déconseillée. Ça a l'air plutôt paradoxal, quand même. Quelqu'un qui met son temps, qui prend son temps pour rédiger un livre et face à la situation dit, attention, hein, c'est comme un film qu'on réalise et puis on dit, attention, interdit aux mineurs. Je crois que mais c'est mon obligation d'avertir le lecteur, et j'ai dit d'ailleurs dans l'introduction, que ce n'est pas une lecture agréable. Ce n'est pas un roman. Non, ce n'est pas un roman à l'eau de rose. C'est un livre sur
la réalité ou sur ma perception de la réalité avec des faits, avec des noms, avec des situations. Mais c'est un livre dur, comme dur est la vie en Haïti, comme dur a été les gens qui étaient... Je ne vais pas faire de la publicité pour le livre, parce que si vous ne voulez pas le faire, mais quand même, si quelqu'un veut l'acheter, c'est disponible Partout. Ricardo Seitenfus, je veux bien vous remercier d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Vraiment, je suis très content puisque ça fait déjà des années depuis qu'on n'a pas eu la possibilité de se parler. Et j'espère que la prochaine fois que vous reviendrez, puisque quand même Haïti, vous avez Haïti en vous. Oui, on quitte. Oui, j'ai dit également dans le livre, on quitte Haïti, mais Haïti ne me quitte pas. Oui, Haïti est en vous, est présent en vous. Et apparemment pour longtemps encore. Pour toujours. Je ne voulais pas dire pour toujours. Je dirais. Merci encore une fois. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Bon séjour, même s'il doit être bref, j'imagine. Mais quand même, vous allez revenir, j'espère. Sûrement. Je connais le chemin. Vous connaissez le chemin. Merci. Merci Ricardo Seitenfus. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Ricardo Seitenfus, ancien représentant de l'Organisation des États américains en Haïti. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.